Nous sommes le jeudi 12 novembre 2015 à Lutry, à Corzy, chez vous, Monsieur Maffly. Monsieur Walter Maffly, merci beaucoup de nous recevoir dans votre atelier de peintre. Vous êtes né en mai 1915. Oui, Et donc vous avez fêté cette année 100 ans. oui, Alors vous êtes né, vous êtes de Saint-Gall, je crois, d'origine. oui. Où exactement êtes-vous né? Je suis né dans le Rheintal, à la frontière autrichienne, et je suis né là-dedans avec ni père, oui, ni mère, parce que ma mère, elle était sourde et muette, et mon père était, c'était donc en 1915, il s'est, comment est-ce qu'on dit déjà? Il était réfugié ici, et ça s'est donné comme ça. Ils se sont aimés, et c'est comme ça que je suis né. Votre père était réfugié d'où? D'où venait-il? D'Autriche, Autriche ou hongrois. Et donc il s'est Alors, réfugié les durant deux. la guerre? C'est durant la guerre qu'il s'est réfugié? Durant la Première Guerre? Ah oui, 1915. Mhm. Elle a commencé en 14, Mhm. hein, 14-18. Voilà. Et donc vous êtes né à ce moment-là, à cette occasion-là? Oui, sous des auspices un peu spécial quand même. Mhm. Mais Alors, est-ce que vous j'étais avez grandi élevé. avec votre père? Vous avez grandi avec lui? Non, mais je ne les ai même pas connus. Ah, Alors, j'ai été élevé par la mère de ma mère, c'est-à-dire avec ma grand-mère qui avait déjà elle-même 14 enfants. Et comme dans ces 14 enfants, il y en a un qui est mort, il a eu un accident et puis il est mort. Il s'appelait Walter et j'ai été le deuxième Walter. Je remplaçais donc euh, son enfant. Et c'était naturellement une mère pour moi jusqu'à 5 ans. À 5 ans, à 5 ans, moi je venais un peu vivant. J'avais des copains et on faisait un peu des choses qu'il ne fallait pas faire. Et alors là, comme ils n'avaient plus le pouvoir de me tenir, alors la commune de Repstein, où je suis né, elle a pris la décision de me mettre dans une maison de redressement. à 5 ans déjà. Oui, Qu'est-ce que vous à faisiez comme 5 ans, bêtise? 5 ans, 10 ans, 6 ans. Hein. Qu'est-ce qu'on est capable de faire comme bêtise quand on a 5 ans? Oui, à 5 ans, on n'est jamais mauvais, on n'est pas encore mauvais. Hein. On n'est même pas conscient ce qu'on fait. Alors, naturellement, j'avais des copains, mais c'est des choses. Je vous dirai un petit exemple. Il y a de la ciboulette sauvage dans les prés. On allait la couper et la vendre on faisait des petits paquets et on les vendait pour du vrai. On allait chez les gens, puis je nous achetais la ciboulette et ça nous donnait de l'argent. Mhm. Alors moi, déjà à ce moment-là, moi, j'avais jamais de l'argent. On se disait, voilà, elle va le cacher dans le foin. Et quand je regardais ma part, il n'y avait jamais ma part, il n'y avait jamais rien. Ça m'a poursuivi un peu. Ouais. Alors, on vous a donc placé dans une maison, vous disiez, de redressement. Donc ça veut dire que vous avez été entouré d'enfants difficiles ou d'enfants problématiques? Oui, de toutes sortes, naturellement. À ce moment-là, on ne séparait pas, il n'y avait pas de spécialité pour ceux qui n'avaient pas de parents ou des gangsters. On mettait tout ensemble et on avait des malades chroniques qui faisaient pipi au lit tous les jours, et il y en avait des gangsters, et il y en avait moi qui n'avais personne, oui, il y avait de tout. Et on a fait tout de suite contact avec tous ces gens, et nous étions toujours entre 25 et 30. Alors il y a 25 et 30 différents caractères, alors on était tout de suite mis dans le bain
de la vie. Mhm. Mais est-ce que ce bain de la vie vous a déjà donné l'envie de dessiner, de peindre, très petit déjà? Je pense que c'est venu à cause de ça. Parce que j'ai fait donc l'orphelinat. Ensuite, à l'école, ils m'ont remarqué que j'avais toute une autre conception parce que les enfants autour de moi, ils dessinaient des maisons avec une montagne derrière et les parents devant et qui jouaient, les gamins qui jouaient des trucs comme ça, heureux. Moi, moi je faisais un oiseau, je faisais toutes sortes de choses, des paysages, le Père Noël, des trucs comme ça, tout à fait spécial. Et puis, après, ça c'est encore plus, beaucoup plus, je me suis encore plus distingué à l'école plus tard, au collège, où le maître a ramassé mes tableaux, mes dessins, pour les montrer aux élèves qui suivaient. Hein. Alors j'étais déjà, oui, tellement, j'avais cette facilité de voir les choses et tout de suite d'écrire sans mesurer. On décide, oui, ben, cette bouteille, elle se trouve 3 fois sur mon crayon. Hein. Et la largeur, ça fait une. On avait des outils comme ça pour... Moi, c'était à vue d'œil, en une seconde, boum, ma bouteille était là. Mhm. J'avais cet avantage, mais on ne sait pas. Oui, on me remarquait pour ça un peu, mais ça voulait encore rien dire. Parce que après, il fallait quand même à 16 ans, il fallait que je apprenne un métier. Alors à ce moment-là, il faisait justement un fourneau en catel chez moi. Et là, ils m'ont donné comme manœuvre. Alors le patron, il disait, mais il est formidable, il est manuel, il est super, il faut lui apprendre ce métier-là. J'avais aucune notion de ça, mais tout ce que je voyais, tout m'intéressait. J'aurais pu tout, on m'aurait dit 30 métiers, je les aurais tous voulu faire. Hein. Ah oui. Alors Donc on a dit, c'est à Saint-Gall que vous avez grandi, ah oui, dans la ville de donc, Saint-Gall? non, c'est à Balgar, c'est tout près de Repstein, mais à la campagne, pas en ville. Hein. On avait une campagne que nous, les 30, qu'on servait, on faisait le boulot. Les jeunes, ils faisaient préparer les pommes, les légumes et tout ça, c'était les jeunes. Les autres, ils nettoyaient la maison de haut en bas. L'autre, il faisait... chacun avait un poste. Les plus âgés, ils étaient à l'écurie. Alors à 13 ans, on était déjà à l'écurie et puis on savait traire et faucher. Ça, Et c'était à l'orphelinat, ça. à tous, ça, c'est l'orphelinat. Ouais. Mhm. Donc j'ai fait 10 ans d'orphelinat. Est-ce que vous vous êtes fait des amis à vie dans cet orphelinat, des gens que vous avez revus C'était longtemps tous après? mes frères. Tous c'était mes frères, je les voyais après, je les voyais de temps en temps, mais comme c'est dans la vie, tout d'un coup on perd les amis, on fait connaissance. Et puis maintenant, à mes souvenirs, maintenant que j'ai 100 ans, les souvenirs, ils viennent souvent à cet orphelinat. Je n'ai pas oublié les noms, et je les vois chez moi, devant moi, euh, et je savais où ils avaient fini plus ou moins, ou fini non, mais où ils étaient. Alors évidemment, ils étaient dispersés, il y en avait des bons résultats et il y avait des mauvais résultats. Hein. Alors en somme, moi j'étais un chanceux, et j'étais le seul qui pouvait faire le collège. Mais encore, c'est pas par mon intelligence ni mon comportement, c'est que le maître, il m'aimait bien. Et plus tard, ça s'est
ça s'est réveillé qu'il était homosexuel. Alors, mais il ne s'est pas montré de cette façon. Il m'aimait vraiment dans son intérieur, là. Alors, il me donnait des leçons spéciales pour calcul oral, parce que j'étais très mauvais là-dedans. Mais j'étais, on ne peut pas dire mauvais, mais j'étais handicapé par que moi-même, j'ai dit, oh, t'es mauvais là-dedans, et je ne calculais pas du tout, plus du tout. J'ai dit, j'arrive quand même pas. Alors, après, quand même, je sais pas que j'ai été, je savais très bien calculer quand même. Écrit, j'étais très fort. Calcul oral, oui, il faut tout. On n'est pas parfait. C'est ça ma faiblesse. Mhm. Oral, c'est pas brillant chez moi. Est-ce que quand vous aviez 14-15 ans, vous disiez déjà un jour je serai peintre Non, pas professionnel? du tout. Non, non. On part dans la vie, on obéit. Je savais qu'il fallait que je finisse un apprentissage. Je savais que que j'étais rien. Je devais obéir le patron. Il m'a exploité. Il me faisait travailler le dimanche. Et horrible, c'était pas beaucoup mieux. Et je finissais dans les coins avec le coup-pied au cul, mais il était horrible, il en a profité, parce que j'étais un enfant, oui, personne ne voulait réclamer derrière, je ne pouvais pas me plaindre à quelque part, c'est comme ça. Alors après, je commençais quand même à venir un peu plus sûr de moi-même, mais c'était très lent. À 25 ans, que j'étais déjà ouvrier, carreleur, poilier fumiste. Alors là, j'avais encore le patron qui disait que si je voulais prendre sa boîte, que je voulais diriger sa boîte, j'ai dit, oh non, je ne suis pas capable parce que ouais, oui, j'ai toujours été commandé comme on voulait que je commande. Et c'était exactement à l'école de Creux, tous mes copains, mais des vrais imbéciles là, qui ne savaient pas écrire une ligne sans faute, hein. Ils sont devenus caporal. Et moi, alors moi, ça a été résultat super, gymnastique, obéissance, etc. J'ai été nommé, mais quand ils ont regardé de où je venais, c'est fini. Quand quelqu'un a fait une maison de redressement, il ne pouvait pas grader. Ah oui. Donc, il n'y en a pas de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités qui m'ont été, qui étaient employées pour moi. Et j'en ai souffert, hein, de tout ça. Alors, avec le temps, vous savez, le caractère, il est déjà fait, mais il se développe et je venais quand même un, un peu plus vivant parce que j'avais de l'avance dans les jugements. Alors souvent à l'école déjà, alors j'ai toujours eu des copains, tout le monde m'aimait parce que moi je disais la vérité et je ne me gênais pas. Quand il y a un officier qui a gueulé quelqu'un, je me mettais devant, je prenais garde à vous fixe et je dis ce n'est pas vrai et je me battais pour des choses injustes. Et aujourd'hui, je suis encore, dans toute la vie, il y a toujours des choses qui viennent, ce sont des injustices, mais c'est juste pour celui-là et c'est injuste pour celui-là. Alors, moi, j'ai encore des problèmes maintenant, des injustices qu'on me fait, parce que je ne sors pas de,
d'une grande famille de, euh, de Rome ou je ne sais pas quoi, de où. Hein. Je suis toujours le pauvre orphelin, oui, Mais est-ce que dans votre public, ça se dit encore? Non. Les gens qui achètent vos toiles, qui achètent vos peintures, je est-ce qu'ils en ont pense conscience? pas. Je ne crois pas. Ils aiment vos Je pense paysages, pas. ils aiment la nature que vous peignez, les couleurs que vous donnez. C'est fini, vous ne croyez pas, le temps du peintre Je orphelin? lutte encore. C'est vrai? Ah, je lutte Mais encore. vous sentez encore des gens qui vous font sentir... Ah, bah oui. Ah oui? Ah oui, Mais comment, par exemple? j'ai même beaucoup de problèmes. Aussitôt que vous arrivez à quelque chose, on vous tombe dessus. Alors j'ai eu des horribles choses. Dans la feuille d'avis, dernièrement, ça a été marqué euh, Mafli cache des millions. Première page, photo. Vous croyez des choses comme ça, les gens, ils lisent. Mhm. Et j'y crois. Alors, alors je mangeais dans un restaurant. Oh là-bas, ça c'est ma flèche. Ça, ça. Alors vous pensez Mais que... d'où venait cette rumeur? Pardon? Cette rumeur dont vous parlez, dans 24 heures, d'où elle venait? Ah ben c'était sur quel truc déjà? Attends. Ah oui, c'est que j'avais une employée ici et naturellement je donnais le pouvoir de faire les, euh, les, les calculs, là, oui, le budget, etc., tout ça. Elle menait tout. Alors, elle savait exactement combien que j'avais et elle m'a dénoncé les impôts, tout le monde est tombé dessus. Et beaucoup d'autres choses, mon Dieu. Je crée une fondation. À un moment donné, j'étais devenu quelqu'un parce que je gagnais de l'argent. Alors un jour, j'étais encore avec ma femme il y a donc 20 ans. Oui, il y a 20 ans, ça va 15 ans, 15. Oui, alors là, j'ai dit maintenant, je donne ça aux enfants. Et j'ai créé une fondation pour enfants, elle s'appelle Les Enfants de Mafli. Je donne 230 tableaux, je donne un chalet à Verbier et je donne un demi-million. Et sur le caissier, un banquier, il a volé 130 000 là-dedans. Alors, les membres disaient, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis, ah ben, on va lui tomber dessus. Oh, mais il a bien fait son boulot, autrement, etc. Ah non, voilà. C'est arrivé comme ça. Des, des juges d'enfants qui, 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 qui me font des choses comme ça, naturellement. Moi, j'ai pas été d'accord et j'ai tout de suite dit, mais vous êtes des gangsters. Parce qu'il y avait encore le reste qui était perdu aussi, hein, qu'il fallait découvrir, que tout était perdu. Donc la somme, le chalet, il reste. Hein. Mais ça va à l'État. L'État, ah ben, c'est la loi. Est-ce que c'est une bonne loi de dire, l'avocat de l'État qui me dit, mais Mafli, vous n'avez plus rien à dire là-dedans. Et c'est resté aujourd'hui. Elle est dans un autre contexte. Il y a des autres gens que j'ai dit, prenez cette chose en main, mais moi, je n'ai plus rien à dire. Évidemment, les nouveaux, ils aimeraient que je vienne dans cette... C'est pas ceux-là, c'est l'État. Je trouve ça, c'est horrible quand vous donnez autant de choses et que qu'on vous dit froidement dans les yeux, vous n'avez plus rien à dire. Mhm. Ça, je comprends. Il y a de quoi être effectivement Et j'ai très donné fâché. toute ma vie ce que j'avais gagné. Mhm. Vous vous rendez compte? Alors que après ça, vous trouvez que je suis mauvais?
Alors j'avais cette gonzesse là, qui était là, qui m'a vendu dans les journaux. Mais je passe, depuis que je suis connu, je passe les pires moments. Je suis, heureusement, je suis pas un pleurnicheur, Mhm. parce que j'ai beaucoup d'humour et je suis quand même aimé beaucoup. Et Ah. les gens, ils savent très bien que je ne suis pas comme ça. Mais on lit des choses comme ça. Mhm. Ah, ça, ça. Alors chaque fois, vous savez pourquoi je me donne encore maintenant à 100 ans peindre? Parce que je veux toujours prouver que ce n'est pas vrai. Et moi, je voulais être un type bien, hein? Mais je ne suis pas un type bien. Je suis comme tout le monde. J'ai mes défauts. Je ne vais pas vous dire tous mes défauts, hein. Non, mais on voit, et tous ceux qui apprécient, et j'en suis, vos peintures, on voit les qualités de vos couleurs, on voit, et c'est pas Oui, pour mais ça rien, vient. et c'est une réputation, je crois, qui est amplement méritée. Alors j'aimerais Oui, qu'on revienne, si vous êtes d'accord, un petit peu plus tôt oui, dans mais je votre voulais vie. justement revenir à cette phrase-là. Mais c'est à cause de ça, à cause. Euh, je suis venu un peintre parce que j'étais pas bien dans ma peau. Alors j'allais dans Carleur, etc. Et l'alentour commençait à me... cette injustice. Alors je me suis retiré en dedans de moi-même et je me cachais et je ne voulais plus rien, plus de contact, plus rien. Je me suis complètement noyé là-dedans. Alors quand vous aviez une vingtaine d'années, vous qui n'aviez pas connu, je dirais, de famille classique, sinon ce que vous appelez vos frères dans l'orphelinat, est-ce que vous rêviez vous-même d'avoir une famille, d'être père, avoir des enfants quand vous aviez 20 ans? C'est quelque chose Non, qui vous tentait? non, non, j'étais même pas mûr pour ça. Mhm. Je ne pensais pas faire, avoir des enfants, encore moins que moi j'étais un enfant mal, mal dans ma peau. Mhm. Je ne voulais pas d'enfants. Et puis je ne pensais pas à 20 ans me marier non plus, parce que je voulais enfin un peu de liberté. Et c'est pour ça que j'allais à Paris, j'allais à des endroits où on ne me connaissait pas, où on ne savait pas d'où je venais. Alors, et toujours comme fond, la peinture. Quand vous alliez à Paris, est-ce que vous peigniez, par exemple? Vous Ah oui, arriviez, vous peignez? j'ai été donc le peintre à Paris, le croûteur de la place, comment ça s'appelle en haut, Tertre, la place du Tertre, là où tous les peintres de dimanche et tout le monde peint, peint la cathédrale, là, hein. Mhm. Alors là, j'étais un de ces croûteurs. Et puis là, j'ai fait des connaissances, mais là-dedans, il y avait eu Utrillo qui sortent de ça, hein. C'est Mhm. des grands noms qui sortent de là. Alors, ben, j'ai fait connaissance là-bas. Là-bas aussi, j'ai été jalousé parce que, naturellement, après la guerre, il y avait les Allemands qui venaient visiter la France et des gens qui parlaient la langue. Alors ils étaient derrière moi, moi j'étais devant le Choilet, disaient, ah, vous croyez qu'il vendrait sa peinture? L'autre disait, c'est pas mal ce qu'il fait, mais en allemand, moi je peux me retourner, je parlais en allemand, et quand c'était des Suisses, je parlais en suisse allemand. Alors chaque fois, je vendais mon tableau. Alors les autres peintres ils venaient jaloux, parce qu'ils ne vendaient rien, puis moi je vendais toujours tout. Et vous êtes Alors, resté longtemps à Paris? À Paris, vous êtes resté longtemps? ah, mais je suis tourné chaque année, Mhm. un, deux mois, puis quand j'avais un copain là-bas qui m'hébergeait, mais on gagnait de l'argent juste pour vivre. Mhm. Alors, puis quand on n'avait plus, ah ben, ma foi, ah ben, j'allais de nouveau faire le carrelage.
Mhm. j'allais de nouveau travailler chez Gétaromont. Mais vous habitiez toujours en Suisse alémanique à ce moment-là? Non, 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 là, alors 19 ans à ouais, presque 20 ans, j'ai dit, je suis tombé malade, j'avais la scarlatine. Alors, je suis tombé malade, j'ai dû faire à l'hôpital. euh, Quand je reviens de l'hôpital, le patron dit, j'ai dû embaucher un autre loin du bal. Alors, je dis, voilà, tu n'as pas un centime, tu sors de l'hôpital, tu n'es même pas bien encore. Alors, j'ai pris mon vélo, parce que j'avais déjà un peu de... J'avais fait un peu des courses de vélo, comme ça j'avais un vélo. Puis j'ai dit, maintenant, la Suisse allemande, au revoir, je ne veux plus rien vous. Ça va, je vais aller dans une place où on ne me connaît pas. Alors le vélo, j'avais 2 francs dans ma poche. À Soleur, j'ai mangé 2 sœurs là. Puis là, j'arrivais chez ma tante à Bienne. Et là, je pouvais rester la nuit. Le lendemain, j'ai dit, maintenant je vais jusqu'à Neuchâtel, je vais chercher du boulot. J'arrive là-bas avec mes certificats. Un patron m'a tout de suite employé Comme quoi? Comme carreleur? comme carreleur. Et puis, j'avais tout le certificat meilleur Suisse, hein, avec un montre en argent, hein, tout ça. Et j'en avais des, et je savais travailler. Même mon patron, il ne savait pas travailler. C'est moi qui lui ai appris des choses, parce que je venais de la Suisse allemande. Là, il ne connaissait pas du tout les nouvelles choses. Hein. Mhm. Alors, t'es bien aimé dans ma boîte, seulement avec 1 franc 20, hein, vous savez, on n'allait pas loin à l'heure. Hein. Et ça, c'était pendant la guerre? Ah, pendant la guerre, Pendant la Deuxième et Guerre mondiale? après la guerre Aussi, encore. vous avez continué comme carreleur après la Ah guerre aussi? oui, quand j'ai plus rien à manger. J'ai fait l'école de dessin à Lausanne, mais quand j'avais plus d'argent, j'ai bien dû aller de nouveau travailler chez Gétaromont. Vous avez fait l'école de dessin à quel âge? J'avais 28 ans. Mhm. Alors j'étais déjà un vieux là-dedans. Ah oui. Mhm. Je- oui. Alors je n'ai pas non plus fait les examens. Donc je suis plutôt autodidacte Mhm. qu'autre chose. Mais les maîtres, ils me critiquaient tellement que je leur ai foutu aussi au nez. Vous, réclamez chez moi, c'est toujours moi qui fais faux. Et puis le maître m'a dit, c'était le maître Poncet qui disait, mais les autres ne m'intéressent pas. Il voyait déjà que moi j'avais le don. Alors lui, il était à cheval sur moi. Il savait que moi, j'allais sortir. Hein. Et moi, j'étais tout le temps les réclamations, je n'étais pas content, hein, parce que je savais que j'allais faire mieux les autres. Et mes copains, ils disaient toujours, bah, ils me félicitaient toujours. Hein. Mhm. Alors je ne comprenais pas qu'ils me réclamaient tout le temps, oui, qu'il n'était jamais content. Et puis alors, après la guerre, vous avez toujours continué à faire ce mélange, de temps en temps carreleur, de temps en temps Oui, la peinture. Et la peinture, vous le faisiez même pendant les périodes de travail, par exemple le soir ou le week-end. ah À quel oui, moment est-ce que vous peignez? oui, exactement, comme vous dites. Le dimanche, les heures de libre, le soir, j'allais vite faire un coucher de soleil, un truc. Oui, Alors vous mais êtes je marié prenais, aussi. Vous êtes marié. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis et tout à coup de décider de vous marier? oui, ça, attendez voir. Ah oui, j'habitais, j'habitais donc ici, à la Conversion, j'avais un atelier ici. Alors j'ai fait connaissance et je mangeais à la gare, au buffet de la gare, je mangeais, il avait la pension là. Et là, j'ai vu le monde qui prenait le train le matin et j'ai relu qu'une une petite fille
Et puis, j'ai trouvé qu'elle était bien. Et un jour, il y avait danse à Belmont. Alors, j'y ai été là-haut danser. Il y en avait 7 vendeuses de Lausanne. Et là-dedans, il y avait aussi cette fille d'ici qui était là. Alors, j'ai dansé avec toutes ces femmes-là. Et pour finir, j'ai dit, oh, je veux quand même rentrer avec celle qui habitait là. Alors, je l'ai accompagnée. Et puis, on s'est dit au revoir ici. Et puis, la grand-mère qui nous entendait, elle la guettait un peu. Et puis, elle a dit, qui c'est ça qui te dit salut? Au revoir. Mhm. Mais le Suisse allemand, il dit salut. Oh, alors, ça l'a froissé. Euh, et après, ben, c'est venu comme ça. On s'est vu le lendemain. Et pour finir, oui, on s'est tombé dans les bras. Vous aviez quel âge lors de cette rencontre? Ah oui, ben, j'en avais déjà 30 ans. 30 ans. Et là, tout à coup, vous vous êtes dit, ça y est, je pars dans cette aventure, je me marie. Oui, et surtout que j'étais heureux de rentrer parce que cette maison, elle était à ma femme et sa sœur. Donc, non, elle était encore aux parents. Mais après, ils sont morts. Il n'y avait plus que la mère et la grand-mère, mais les, euh, les pères, le père, il était mort. Et puis, cette maison abandonnée, les 2 femmes là-dedans, les 3 femmes là-dedans. Alors, moi, carreleur, et je connais tous les métiers, je leur ai fait un bout de faïence là, un bout de manche. J'ai fait des toilettes dans la maison parce qu'on allait encore dehors. Et puis, et j'ai été aimé parce que oui, j'étais le chouchou de toutes ces 3 femmes. Elle était où cette maison? Mais là, C'est où nous celle-là, sommes. c'est C'était celle-là. déjà celle de Corzy. Oui, D'accord. Vous êtes arrivé à Lutry dans quelles circonstances et en quelle année? dans 43. Qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Lutry? Euh, Premièrement, le paysage, quand j'ai découvert, quand j'étais à Neuchâtel, naturellement, pour finir, j'avais une moto. Alors j'allais faire des tours. Alors j'ai découvert la région ici. Alors j'ai dit, là, j'aimerais peindre. Parce que là, le Lavaux, tout ça, ça m'avait touché. J'étais amoureux de cette région. Il y a un lac, il y a des montagnes, il y a tout. Il y avait tout ici, hein. Le terrain, les gens aussi, etc. Tout pour être heureux. C'est pour ça. Est-ce C'est pour qu'avant ça que d'arriver j'ai à arrêté Neuchâtel, là. vous aviez déjà été, quand vous étiez tout jeune, par exemple adolescent, vous étiez déjà venu dans cette région? Avant, donc, avant de Oui, marier, oui, quand vous aviez une quinzaine d'années, vous étiez déjà venu au bord du Léman? avant, Oui. non, non, avant, 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 Avant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous étiez ouais, déjà venu ou non? oui, oui, je l'ai vu, mais je l'ai vu comme ça. Mais après, je suis vraiment, je dis, j'aimerais bien finir ici. Alors, je suis venu ici quand même. Et j'avais des amis qui ils m'ont donné leur chalet à, à habiter. C'est le premier endroit où vous avez habité? Quand Oui. vous êtes arrivé, c'était où? Non, pas à la maison, puis j'étais à Oui. côté. Mais la Un première ami fois, qui avait, quand vous êtes arrivé à Lutry, la première fois, c'est où que vous êtes installé? ah ben, à côté, là, dans un chalet en bas chez un copain. Ici à Corzy, dans la région? Oui, à 200 mètres, là, plus Et là, loin. vous aviez déjà un atelier pour peindre. Oui, Est-ce qu'à cette époque-là, vous vendiez déjà vos peintures dans la région? Vous aviez déjà commencé à avoir un nom? j'ai eu par exemple, celui qui vend des billets à la gare, là, dans le temps. J'avais des gens qui voulaient savoir d'où je venais et qu'est-ce que je faisais.
Et là, j'étais un peu vous voyez, des gens de mon âge ou plus jeunes. Alors, il m'appelait Van Gogh. Ah oui. C'est pas Alors, mal comme surnom, non? oui, Ça vous faisait plaisir, oui, j'imagine. ça me faisait plaisir, hein. Il m'appelait oui, Van Gogh. Et puis, mais point de vue vente, je vendais pas mal, mais de temps en temps, je devais vite aller travailler 15 jours de nouveau à Lausanne, chez Taromont, Toujours comme carreleur. carreleur. Et entre-temps, des fois, j'en vendais encore une ou deux, quand même, des choses. Je ne me plains pas. Moi, dès mes premiers coups de pinceau, j'ai toujours tout vendu. Parce que d'autres vendaient rien du tout. Moi, je vendais peu, puis après, même beaucoup. Et après, j'en avais des gens en Suisse allemande qui voyageaient pour mes tableaux. Ils les présentaient chez les docteurs, chez vous voyez, des gens aisés. Ils les présentaient et moi, chaque mois, je vendais très bien, mais pour un bout de pain, c'était rien de tout. Aujourd'hui, les tableaux qu'on a vendus à ce moment-là, ils valaient 250 francs. Aujourd'hui, ces tableaux, ils, ils sont cotés à, sont cotés à 7 à 10 000 Alors, sur le marché. à partir de quel moment est-ce que vous considérez que les choses ont changé, que vous avez commencé? Est-ce que c'était petit à petit, tranquillement, ou est-ce qu'il y a un moment assez net, à Oui. partir du moment où vous devenez tout à coup le Non, peintre reconnu? c'était pas mon souci. Je le vivais. Je suis un type qui vit le jour en jour. Alors, il y avait pas je me posais pas des problèmes. Je dis, j'étais même, j'étais là. Je ne suis ni carreleur ni peintre. Je suis tout. Euh, en- J'allais cueillir des raisins. J'allais aider aux paysans. Je rendais service un peu partout. J'étais un manuel super. Je comprenais tout de suite les choses. Alors, c'est pas venu d'un coup. C'est venu, euh, oui, ben, j'étais conscient que je voulais faire ça, et de plus en plus que je faisais de la peinture, plus elle m'intéressait. Et j'allais approfondir. Et je dis, ah ben demain, je vais faire ça. Et je m'imposais. Et pour finir, je suis devenu carrément peintre, hein. Peintre, oui. Mhm. Et puis, il fallait bien y croire. À un moment donné, j'ai dit, tiens, t'es venu peintre. Mais c'est venu tout seul. Quand vous disiez j'ai envie de faire ça, je me donne une tâche, qu'est-ce que c'était par exemple? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple de ce que vous donniez comme but? Ah oui. Donc, euh, je passais un moment, je passais en vélo ou je me promenais. J'ai dit, je m'arrêtais à une place. J'ai dit, ah ben ça donnerait bien une peinture. Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est comme un photographe qui va photographier. Moi, je voulais la posséder, ce paysage-là, avec cette vigne et le fond du lac, etc. Ça, je voulais posséder pour moi. Je peignais pour moi, pas pour les gens. Évidemment, des fois, il m'arrivait aussi. J'avais une vitrine en bas et je mettais mes tableaux un peu dans la vitrine. Alors les gens ils passaient le dimanche, ils se promenaient là devant. Alors j'entendais les gens qui disaient, qui c'est cet aborgno qui fait ça? Des expressions comme ça, il y avait encore pire, hein, mais c'était déjà, j'étais de l'avant-garde
vu que je lisais beaucoup de livres sur les arts, alors je me suis informé sur l'art abstrait. Et je voulais aussi posséder ça. J'en ai fait, puis j'ai mis dans la vitrine. Et naturellement, les gens, c'était nouveau. Alors, ils ne comprenaient rien du tout, hein. Mhm. Et moi-même, je n'étais pas non plus sûr de mon affaire. Mhm. Je peignais pour savoir la vérité, si c'est vraiment difficile à faire des carrés, par exemple, comme je fais maintenant des carrés, mais je fais des carrés parce que j'ai été, j'ai tout fait, toutes les tendances dans l'abstrait, mais je finis avec des carrés parce que j'étais un très bon carreleur. Mhm. Vous savez, la jeunesse, elle vous poursuit. Elle vous dirige, vous avez vécu quelque chose, ça s'est imprégné, ça vient fort, hein. Vous parliez de ces paysages qui, à un moment donné, vous attirent, vous vous arrêtez et vous les peignez. Est-ce que vous avez travaillé sur la base de photographie, en prenant une photographie, ou est-ce que, au contraire, vous preniez votre chevalet et vous mettiez à peindre sur place? Alors, évidemment, je vais vous dire, d'abord, ça a été donc mes premières peintures, j'ai pris des leçons chez des professionnels, à Neuchâtel déjà. Et puis après, il m'a appris à travailler d'après nature, donc on faisait des natures mortes. Et puis le paysage, alors on allait des fois les deux à la campagne et on peignait d'après nature. Alors pendant des années, j'ai peint d'après nature. Mon chevalet, ma moto, sidecar, superbe, une belle vie. Et ensuite, il y a la peinture d'après nature, c'est-à-dire les impressionnistes. Ils avaient fait leur temps. Si on voulait faire quelque chose de nouveau, il fallait se retourner vers autre chose. Alors la suite, après, j'ai fait une photo de la... Je faisais des photos. Et, dans ces photos, ils trouvaient bien une chose où je pouvais faire une peinture avec. Seulement une photo, il y a des choses qui ne sont pas... Il y a un arbre qui gêne, une ligne de maison n'est pas bien incorporée. Alors, je travaillais d'après une photo, mais la photo était venue un prétexte de départ. Alors j'avais un sujet, dans le fond, c'était accueilli, comme vous l'avez vu, peut-être cette peinture-là. Il y en a d'autres ici. Ce sont des choses que j'ai modifiées. Parce que pour, pour que ça soit, ce n'est pas un document, une photo, c'est un document. Une peinture, elle peut devenir document aussi, mais moi, je ne voulais plus faire des documents. Je voulais faire, on appelle ça, que de la peinture. Ça peut se trouver n'importe où, pourvu que ça donne un beau tableau. Voilà. Et après ça, je suis arrivé un des premiers en Suisse aussi de faire de l'abstrait. Et c'était pas toléré non plus, il fallait en lutter. Ils disaient, oui, c'est beau, mais oui, ben, on n'a pas l'habitude de ça. Et encore aujourd'hui, l'abstrait, elle est déjà dépassée. On a de nouveau euh, tout autre chose. On tourne de nouveau plutôt contre les choses poétiques. Mhm. Les jeunes, mais seulement ils n'ont pas toute l'expérience que j'ai eue. J'ai passé dans tous les domaines, hein. Cubisme, etc., tout ça, j'ai derrière moi, hein. Et ça, c'est un résultat. Maintenant, je fais la peinture,
c'est le fruit de mon savoir. Mais en somme, elle est déjà dépassée par les jeunes, ou des fois, ils m'étonnent par l'expression, comme ils peinent, mais ils ont aucune technique encore. C'est la technique qui manque souvent, mais ça peut venir. Les jeunes, maintenant, j'ai confiance, ils vont faire une nouvelle expression de nouveau des choses. Parce que nous, bien sûr, on a eu les guerres, et c'était une horrible chose. On a peint des choses, on a reflété cette époque malheureuse, et ça donnait des portraits souffreteux. Donc, on voyait l'homme qui souffre. Ça aussi, mais évidemment, on va peindre un malheur, à peindre, et puis le mettre au mur, ça rend pas plus gai. Hein. Non, non, et c'est justement ce qui me frappe lors des expositions de vos tableaux, de voir beaucoup de gaieté, beaucoup de couleurs. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez une exposition de vos tableaux? Ça vous fait plaisir? Ah oui, mais je suis comme Rembrandt. Avant sa mort, il avait beaucoup de tableaux et il vendait tellement peu de choses hein, comme ça. Beaucoup de tableaux, puis il est allé dans sa cave en bas où il avait, avec le manche, il y avait de la poussière dessus. Avec la manche, il a ôté la poussière. Et les Rembrandt, vous savez, c'était beau. Hein? Alors, il a dit, maintenant je sais pourquoi j'ai vécu. Alors moi, je suis heureux de ce que je fais maintenant et je suis conscient que c'est bien parce que j'ai passé partout et les gens, ils aiment plus ces babillages autour d'une peinture où il faut tout dire. Ce que c'est une peinture, elle est là pour regarder. Et puis, c'est comme Pierre Perret, quand il est venu ici dans mon atelier, et puis j'ai commencé à dire, ah ben tu vois, ça c'est de l'impressionnisme. Puis il m'a dit, arrête, j'ai pas besoin de savoir. Il encaisse, il voit ce qu'il voit, il vit ça. On peut peut pas imposer des choses. Il apprécie votre travail, Pierre Perret? Pardon? Il apprécie vos œuvres, Pierre Perret? Ah oui, c'est mon copain. Ah oui. Et lui aussi a une maîtrise des mots et du vocabulaire. C'est un homme oui. extrêmement instruit en vocabulaire. Aussi. Ah, nous, on s'entend bien. Alors, une question que je voulais vous poser à propos des expositions. En ce moment, vous exposez chez Basler. Oui. Vous avez vu cette exposition, ces 58 tableaux de vous. Quelle impression ça vous fait quand vous vous promenez et que vous voyez toutes ces couleurs qui émanent de votre pinceau? Je dois malheureusement vous dire, quand je me promène, je ne les vois plus. Problème de vision? Oui, je n'ai plus les yeux à mon distance, 3 mètres, 4 mètres. Quand on est dans une salle, je ne les vois plus. Hein? Donc c'est une masse colorée, mais je ne vois pas du tout. Alors je vais tout près et naturellement je les connais, je les ai vécus, je les ai 1000 fois vécus. Ils sont dans mon sens et je sais exactement. Alors il m'arrive que je me critique de nouveau et dis « Ah, là, tu aurais pu faire mieux. Si c'était à faire, je crois que je changerais cette ligne ou un truc comme ça. » Donc, je autocritique tout le temps. Mais je sais que cette exposition chez Basler, c'est la première fois qu'il y a une telle unité.
soit abstrait ou figuratif, elle a la même force. Elle est maintenant au maximum de ma force parce que je sais, et je vous le dirai, il me reste plus longtemps à, à peindre parce que je ne verrai plus rien. Parce que maintenant je suis à 10 centimètres et là je vois encore des défauts et souvent je me trompe de couleur. C'est comme aujourd'hui, j'ai eu une galeriste chez moi. Elle m'a dit, oui, mais là, il y a la couleur qui est plus... il y a un peu du vert, là, tu peux corriger. J'ai dit, je ne le vois pas, le vert. Alors, j'ai tout dû refaire le ciel. Parce que, oui, ça vient maintenant techniquement très difficile. Et je pense, je dois prendre de la décision. Mais je ne suis pas perdu parce que j'ai encore mon accordéon. Alors, je sais que je chercherai de nouveau à interpréter une chanson, un truc comme ça. Je sais que je ne suis pas perdu, même que je ne peins plus. Mais sachez que je travaille le matin, mais comme à 7 heures, j'étais au boulot, il fait nuit encore. Et puis, je n'ai même pas chauffé. Alors aujourd'hui, quand vous peignez, comment, avec justement ces problèmes de vue, comment vous peignez actuellement, à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire en novembre 2015? Comment est-ce que vous peignez? Pardon, Actuellement, en novembre 2015, vu les problèmes de vision que vous avez, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous peignez actuellement? Ah ben, vous savez, j'ai un sacré métier. Vous vous rendez compte, il y a 80 ans que je peins. Alors je connais, mais je connais ça mais à fond. Et j'étais un des peintres qui a travaillé le plus. Il n'y a pas un peintre, il y a peut-être Ernie ou comme ça. Et encore lui, il a fait des multiples, beaucoup de multiples. Mais moi, je n'ai pas fait beaucoup. Mais je travaillais comme un forcené. Mais je n'ai pas travaillé. Je me suis amusé. Je voulais savoir, je voulais la vérité, je voulais faire plaisir aussi. Mais on ne peint pas pour faire plaisir. Oui, on peint pour faire à moi faire plaisir. Parlez-moi un peu de votre technique de peinture actuelle, la technique de peinture. Oui, vous savez, la technique. J'ai ma technique à moi, j'ai eu des élèves et je leur ai montré devant eux comment je travaille sur la table. Inutile, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à copier. C'est inné. Ça va depuis le cerveau, ça va le long du bras, ça sort là. Et c'est là, vous êtes vous-même. Parce que, regardez, qui c'est qui écrit la même chose que l'autre? Tout le monde a son écriture. C'est tellement différent. C'est la peinture, c'est exactement la même chose. Absolument, absolument. Alors, aujourd'hui, vous travaillez plus avec les pinceaux, hein? Vous Non. avez abandonné les pinceaux maintenant. Aucun hein? pinceau. Alors, comment est-ce que vous travaillez? Ah ben ça, j'ai dû abandonner l'huile. Donc, c'était des huiles que je faisais avant. Et maintenant, je fais encore, c'est des crayons à l'huile. L'huile, ça se mélange avec la térébenthine, avec le pinceau et tout ça. Alors moi, déjà là, j'ai bauché avec un pinceau, j'allais jusqu'à un certain point. Ensuite, quand tout était en place, je prenais le courage de travailler avec la spatule. Alors, comme j'étais un ouvrier du bâtiment, la spatule, tout ça, c'était j'avais une grande connaissance là-dedans, dans la spatule. Alors, j'ai travaillé l'huile avec la spatule. Mais là, une huile, voilà, on fait ça sur un chevalet. Un chevalet, on peint comme ça.
cette distance maintenant, je ne vois plus. Alors je suis arrivé maintenant à m'asseoir, déjà aussi là, je ne suis pas fatigué. Je suis assez vite fatigué. Alors je m'asseye, c'est déjà quelque chose. Et j'ai la feuille devant moi et je peux aller très près. Et c'est des choses, des crayons, ils sont, la base, ils sont faits avec de l'huile. Donc, je n'ai pas une palette à mélanger. C'est toute une autre technique que de l'huile. Là, vous avez la palette, vous cherchez la couleur et vous la mettez. Là, pour faire un gris, vous posez d'abord un blanc et après vous allez avec le noir par-dessus et vous mélangez les deux, soit avec un doigt ou soit, et moi, de nouveau avec la spatule. Alors quand les gens me demandent, et je dis, ah, je fais ça. Mes tableaux, tout ça, c'est fait avec la spatule. Mais c'est d'abord, j'ai dû l'écraser, ma craie, Mhm. c'est clair. Est-ce D'abord, que il c'est faut. plaisant? Est-ce que vous avez le même plaisir de travailler, de faire des peintures avec les crayons, le même plaisir que le chevalet? Ah oui, j'ai même plus de plaisir parce que je me salis moins. Mhm. Avec, bon, j'ai plein les mains, tout ça, mais ça se lave. Mhm. Tandis que là, à l'huile, tu commences à, t'as mal à l'œil, tu fais comme ça, puis tu sors comme un clown après. Ah oui. Ah, Alors, vous êtes à Lutry depuis de nombreuses décennies. J'aimerais oui. que vous me parliez un petit peu de cette commune de Lutry. Alors, oui, ben, Lutry, j'arrive ici, naturellement, je m'arrêtais à Lausanne. À Lausanne, j'avais pris la pension à Lausanne, mais Lausanne, la ville, ça ne m'intéressait pas. J'ai dû aller à la campagne. Alors, Lutry, c'est à côté. Alors, pour pas aller trop loin, alors j'allais à Lutry, puis je trouvais tout de suite un sujet. J'étais au bord du lac de Lutry, euh, je faisais le lac, et il y a cet grand espace, le lac avec les montagnes françaises et la trouée suisse, une, une, un emplacement. Vous savez, j'ai tellement voyagé que, que c'est ici, pour moi, c'est le plus beau. Je peux tout faire. Ah, j'étais aussi un grand sportif. Ici, à Lutry, on peut aller skier et on peut aller nager. On peut tout faire à Lutry. Deuxièmement, les gens, ils sont super. C'est des gens d'une simple, des vignerons. Euh, Quand les premières fois que j'étais dans les vignes, alors ils étaient fiers que je peignais leurs vignes et ils disaient, alors quand vous aurez fini, vous venez chez moi, j'habite là, alors on va à la cave. Alors je rentrais à Lausanne, mais ferrons. Alors, mais tellement enthousiasmé, les gens, j'avais le contact, tout ce que j'avais pas dans ma jeunesse, j'ai dû, je me suis ouvert comme une fleur ici. C'était les gens, la langue que je devais apprendre aussi. C'était aussi quelque chose de nouveau où il faut se battre, il faut pouvoir s'exprimer. Alors ça, il y avait des choses intéressantes et il y avait des belles choses. Et je trouve ça tout à Lutry que je ne trouve pas ailleurs. D'ailleurs, à Lutry, c'est une ville hein, quand même, mais le faubourg, tout ça, c'est bien. J'ai peint Lutry de tous les côtés parce que j'aimais, il y avait soi-disant une porte superbe, des volets fermés,
un peu de bois, surtout à la campagne, un peu écherin là-haut, des bois devant la maison, des tas de bois. Ça me rappelait un peu ma jeunesse où je gardais 7 vaches, 2 cochons et puis un cheval que je devais, j'étais responsable de tout ça. Alors l'écurie, pour moi, c'était ma vie. J'aimais les bêtes et ça se trouve tout ici à Lutry. Il y a la campagne et il y a la ville. Il y a le grand espace où on peut souffler. Il y a un lointain, il y a une troisième dimension superbe et, et, vous, et vous trouvez tout. Vous voulez, ici, vous voulez faire des géraniums, il y a des géraniums partout. Il y a les fleurs, et tout. Mais il y a partout des découvertes. Mais ici, c'est très familier. J'ai trouvé des amis formidables qui m'ont aidé à me sortir un peu de ma certaine tristesse, une tristesse que j'avais dans la vie, et ça sentait dans mes tableaux. Les premiers tableaux, ils charbonnaient un peu, donc ils étaient tous, ils chantaient mal, ils chantaient bas. Oui, maintenant j'ai des couleurs, mais j'en ai besoin. Plus qu'on est âgé, plus qu'il faut des couleurs. Parce que les gris, ben, les paysages, il y a souvent, mon ciel, il n'est pas bleu, il est bleu-gris, et très, très intense, très riche en couleurs, et il est bien modelé. Donc la couleur, elle est plus lumineuse que dans le temps. Ça se remarque et on le voit lorsqu'on regarde vos toiles récentes. Oui, c'est vrai. mais les tableaux, ça reflète exactement mon caractère et ce que je vis. Donc, j'ai beaucoup de couleurs et je me suis ouvert. Je suis presque heureux si j'avais pas tous ces trucs que vous avez déjà dit, que je devrais oublier, je dois l'oublier, et je me force d'oublier des choses, mais je pourrais tuer ces gens qui m'ont fait ça. C'est vrai, on sent encore cette souffrance qui reste, Mais les couleurs dominent, donc ça veut dire quand même que vous surpassez, puisque les couleurs sont là, les couleurs vivent. Oui. Donc aujourd'hui, la joie dépasse oui. quand même, non? Oui, je me donne la peine, hein. C'est-à-dire, ça vient tout seul, je ne me donne pas la peine. Ça va venir automatiquement tout seul. On ne peut pas dire, je veux devenir sage. C'est vrai. On devient sage ou on devient un gangster.